À tous, bonjour aux différents intervenants. Je m'excuse auprès de Pierre Bellon, je ne suis pas marseillais, je suis plutôt lillois, mais on va tâcher d'être au moins aussi intéressant que son discours, que vous avez tous pu apprécier. Alors le sujet qui nous anime pour les 25 prochaines minutes, il s'agit des tendances digitales et leur impact sur les marques et les consommateurs. Au-delà des appels d'offres et des opérations tactiques, l'idée c'était de revenir un peu sur les conséquences de la prolifération des informations. Stéphane Richard en a parlé ce matin. Je pense que c'est Eric Schmidt, le CEO de Google, qui disait récemment que l'humanité crée plus d'informations en 2 jours qu'elle en a créé jusqu'en 2003. Et une des conséquences de tout ça, c'est qu'effectivement les consommateurs s'approprient très rapidement toutes ces nouvelles technologies et bien souvent même plus rapidement que les marques elles-mêmes. Et le parcours client est pour nous, marketeurs, de plus en plus complexe, notamment dans ce monde digital. Alors il est essentiel, je pense pour nous tous, de comprendre le comportement du consommateur, notamment le comportement en ligne. Et c'est également important pour les marques de connaître et de construire leur engagement avec les différents points de contact. Je voulais juste, pour illustrer ce sujet, vous présenter 2 slides qui sont tirés d'une de nos dernières études Online Shopper Survey, Intelligence. Alors le premier, c'est que dans cette étude, on peut observer que 9 e-consommateurs sur 10 déclarent être enclins à rechercher au moins un type de produit, c'est toute catégorie confondue, en ligne avant de l'acheter en magasin. Et la deuxième interaction, c'est que ça va effectivement dans les 2 sens, puisque un cyberacheteur sur 2 nous a déclaré être à rechercher de l'information en magasin avant de l'acheter sur Internet. Alors, Mercedes Serra, je vous passe la parole, puisque je pense que vous avez quelques éléments d'une étude que vous avez fait en interne que vous voulez nous exposer et qui va illustrer certainement ce sujet parfaitement. Oui, ce n'est pas tellement une étude faite en interne, elle est faite en externe, sinon elle n'aurait pas beaucoup de valeur. Ce qui est intéressant, enfin, pour nous en tout cas, une des questions qui se pose, c'est de savoir où est-ce qu'on se situe exactement, parce qu'on a beaucoup d'enjeux d'organisation de notre vie digitale à nous. C'est-à-dire comment est-ce qu'on gère tout ça. Et ce qui me semble le plus déterminant aujourd'hui, j'oserais presque le mot d'une certaine maturité des consommateurs ou des usagers, parce qu'ils ne font pas que consommer, hein, ils utilisent l'Internet, ils vivent l'Internet, on parle de plus en plus de vie digitale, et ils sont de plus en plus, après une période où on a utilisé dans tous les sens le digital, ils ont une certaine maîtrise. Et cette maîtrise va nous amener, nous, à une certaine maturité. Alors, qu'est-ce que j'appelle une maîtrise? C'est par exemple 41% des consommateurs se disent submergés par trop d'informations. D'ailleurs, c'est bien de pouvoir avoir accès à tout, mais à quoi ça sert? Dans quel sens? Comment on fait le tri et où ça nous mène? Donc, l'époque où on était tous agités par la production de contenu pour le contenu, c'est pas tellement l'enjeu en fait. L'enjeu, c'est pas du contenu pour le contenu. L'enjeu, ça va être est-ce que cela m'est utile ou pas utile. Et ils disent aussi, 41 des consommateurs pensent que cette communication digitale ou cette logique digitale, elle diminue notre capacité de concentration. Donc on n'est pas en train de parler de gens qui ne sont pas allés au digital. On est en train de parler de gens qui sont pleinement dans le digital et qui commencent à prendre une certaine distance, on va dire la distance de l'intelligence, pour savoir quand est-ce que je vais utiliser ou pas. Et on se retrouve dans un contexte où, par exemple, 50% des gens pensent qu'il y a trop de distractions. 50% des gens pensent qu'il y a trop de distractions sur le web. Donc, ce n'est pas très étonnant à une époque où les mots clés sont des mots d'utilité. Tout d'un coup, on se dit, oui, on a acquis une maturité et par rapport à cette maturité, on va réfléchir le marché.
Alors, où est-ce que ça nous entraîne? Moi, j'ai le sentiment qu'on est dans une période, au contraire, jamais aussi intéressante, parce que c'est une période où on a arrêté de se dire ce qu'il faut, c'est remplir le digital, mais quel est le rôle et quelle est la fonction. Et comme la vie digitale, elle est partout, on a, je dirais, dépassé un peu un stade où on fournissait du digital. Nous, on était briefés, les agences, sur on veut du digital. Aujourd'hui, je pense qu'on est un stade plus loin, c'est-à-dire qu'on va commencer à rentrer dans les métiers. Et comme dans la vraie vie, entre guillemets, on ne va pas demander du digital, on va demander certaines choses très précises au digital. Et quand on demande, par exemple, de la communication digitale, eh ben, on va demander, nous, on va appeler qui? Ben, des gens qui font de la communication. Plutôt des gens qui savent faire des annonces, des affiches, ce qu'ils veulent, mais qui savent communiquer autour de ça. Quand on est dans un registre de la relation, on va travailler dans un deuxième domaine qui est le domaine de la relation. On va retrouver des métiers du CRM. Et par rapport à cette agitation où finalement on s'est dit c'est le monde du digital, on va rentrer dans un monde qui donne beaucoup plus de possibilités, mais dans un monde où il va falloir retrouver les métiers. Et où les gens vont être de plus en plus exigeants, c'est-à-dire on va arrêter de nous dire il faut du contenu pour du contenu, mais du contenu au service de la valeur des marques. Et là, ça se complique et ça devient très intéressant, mais ça devient plus complexe et ça exige d'autres organisations qu'une simple organisation où on a des parties du monde qui seraient digitales, comme si c'était un métier à part entière. Le digital, ce n'est pas un métier, c'est juste notre mode d'expression aujourd'hui et c'est très important. Merci beaucoup. Ça m'apporte justement une bonne transition vers vous, Patrick Hofstetter, puisque lorsqu'on avait préparé ce rendez-vous, vous avez dit effectivement que ça impactait, le digital impactait la marque évidemment, mais également les organisations et la manière de vous adresser à vos consommateurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet? Oui, bonjour à tous. Juste déjà, toujours en partant du client, il est clair qu'aujourd'hui, dans le secteur automobile, particulièrement chez Renault, le digital, et notre direction générale en a bien pris conscience, n'est plus qu'un sujet, je dirais, de com, comme ça l'a été pendant plusieurs années, mais devient un sujet stratégique. Stratégique parce qu'il est en effet transverse quasiment à l'ensemble des métiers du groupe, et deuxièmement stratégique en termes d'impact sur le client. Puisque si on prend l'ensemble du parcours client, aujourd'hui, un acheteur de voiture, il y en a à peu près 90 à 95% qui va d'abord faire une recherche sur Internet. On est passé d'un marché où on avait grosso modo un prospect qui avait 4 marques en tête. Aujourd'hui, grâce ou à cause du digital, il a 6 marques en tête. Ce qui fait que concrètement, on est aujourd'hui à un marché où 55% des clients dans le domaine de la voiture sont des switchers, donc des gens qui vont à leur prochain achat changer de marque, ce qui est en effet très différent du mode opératoire des constructeurs automobiles il y a encore une dizaine d'années. Et enfin, si on raisonne maintenant sur le bas du funnel, sur la partie plus e-commerce, on a fait une étude au niveau européen il y a quelques mois où on avait à peu près 20% des clients qui nous disaient qu'ils étaient prêts à faire l'intégralité de leur parcours client sur Internet et 20 autres % qui estimaient qu'ils voulaient quand même passer par la concession, mais passer le moins de temps possible dans la concession. Donc quand vous connaissez le secteur de l'automobile et la façon dont depuis, je dirais, 110 ans, ce qui concerne Renault, on est habitué à distribuer nos produits, c'est clair que ça vient tamponner directement l'ensemble de l'infrastructure industrielle et commerciale de l'entreprise. Donc par rapport à ça, plusieurs choses. Un, d'un point de vue en effet organisation, la décision qui a été prise il y a 1 an et demi est de créer donc une Digital Factory en centrale pour piloter l'ensemble de ces sujets digitaux, avec la particularité d'être une des rares directions d'entreprise qui est, même si elle est hébergée, si je puis dire, au marketing, totalement transverse, puisqu'on va de l'amont, donc quasiment de l'ingénierie, jusqu'à l'aval, à distribution et au call center. Deuxièmement, c'est le fait, sur l'ensemble des maillons de la chaîne, d'avoir de plus en plus cette vision non plus produit, mais cette vision client et cette vision 360, qui veut dire un certain nombre de choses, en termes de stratégie on-off d'un point de vue communication, en termes de CRM, en termes de plus en plus de social CRM,
comment on fait parler nos bases CRM, notre communication ATL, nos call centers, sans parler de la complexité qu'on a, puisque 80%, grosso modo, de notre distribution se fait de façon indirecte via nos réseaux de concessionnaires à travers le monde. Donc comment on mène en parallèle une stratégie digitale marque et une stratégie digitale avec les concessionnaires, et comment on amène globalement l'ensemble de l'entreprise, qui est habituée depuis des dizaines d'années à travailler quand même pas mal en silo, à avoir cette vision totalement client et fluide. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie conduite du changement qu'on retrouve dans pas mal de secteurs. Je pense que Laurent va en parler. Et c'est la raison pour laquelle, avec Georges-Édouard de L'Oréal, on a, il y a quelques mois, créé le IG10, dont fait partie Laurent, qui regroupe un certain nombre de patrons du digital, qui, quels que soient les secteurs, se retrouvent confrontés avec ce même genre de problématiques. D'accord, merci. Chez vous, alors, chez Michelin, comment ça se passe au niveau de l'organisation, à la fois sur les marques et peut-être aussi avec les distributeurs? Ça a certainement un impact. Moi, je vais dire déjà que Patrick a quasiment tout dit, parce que tout ce que nous faisons chez Michelin ressemble beaucoup à ce que fait Renault, avec un petit bémol, c'est qu'il y a un petit décalage dans le temps. Donc vous avez devant vous l'entièreté de la Digital Factory. Donc je suis la Digital Factory, si j'ose dire. Non, c'est pas tout à fait vrai, c'est qu'on a une organisation un peu différente encore aujourd'hui, qui est très éclatée dans les zones géographiques. Donc chez Michelin, bon déjà c'est comme Renault, c'est une marque mondiale. Donc j'ai découvert ce que c'était qu'une marque mondiale, donc réellement totalement internationale. Le numérique est extrêmement stratégique, en particulier dans les lignes de produits grand public. Je ne vais pas décrire ce que c'est que Michelin, mais dans les lignes de produits en particulier, le nom est très poétique, tourisme et camionnette. Donc c'est le pneu grand public, dit de voiture, mais ça s'appelle tourisme et camionnette. Ou le pneu deux roues, essentiellement moto et scooter. Donc l'internet est extrêmement important et le numérique est extrêmement important. On considère que ça génère entre 5 et 10% des ventes de pneus chez Michelin. Aujourd'hui, quand je dis que ça génère 5 à 10% des ventes, il faut savoir que ce n'est pas que de la vente en ligne. L'objectif d'une société comme Michelin, ce n'est pas de vendre en ligne, c'est d'influencer le consommateur au sens positif du terme, de lui montrer toutes les qualités d'un pneu, de lui expliquer ce que c'est qu'un pneu, lui montrer les qualités d'un pneu et lui montrer, puisqu'on travaille chez Michelin, la supériorité de Michelin par rapport à ses concurrents, supériorité technologique. Il faut savoir que le pneu est extrêmement compliqué. J'ai découvert ça il y a 9 mois en arrivant chez Michelin. Ce n'est pas simplement rond et noir, c'est la fabrication et la recherche, c'est extrêmement compliqué. Donc d'expliquer ça aux consommateurs, c'est pas aussi simple. D'expliquer la différence entre les différents pneus, c'est pas aussi simple. Et c'est tout l'objectif de notre stratégie numérique. Pourquoi on ne vend pas en ligne ? On va le faire, mais il y a 2 problématiques à la vente en ligne sur le pneu. C'est une problématique un peu annexe, c'est la livraison. C'est pas si simple de mettre 4 pneus dans une enveloppe. Et surtout, on n'a pas encore inventé le pneu plug and play qu'on reçoit chez soi. Pour installer ces pneus, il faut aller dans un centre de montage. Et il y a toujours une influence assez forte du distributeur, du retailer, sur la vente des pneus. Et on souhaite que ça dure encore un certain temps. Et nous pensons que ça durera encore un certain temps du fait des difficultés de montage. Alors, il existe de la vente en ligne. En gros, c'est 10% du marché mondial qui se fait en ligne, que ce soit par des pure players ou par des acteurs historiques distributeurs. Mais ça n'est que 10%. C'est-à-dire qu'il y a 90% des gens qui achètent leurs pneus en point de vente physique. Et la progression des 10%, si on se place à 5 ans, ça ne sera pas 50%, ça sera 15 à 20%. Par contre, je reprends les chiffres qui ont été cités tout à l'heure, 75% des gens aujourd'hui s'informent avant d'acheter des pneus. Et sur ces 75%, ce n'est pas exclusif, mais il y en a sur l'ensemble des 100%, il y a 50% des gens aujourd'hui, voire 60% même, parce que c'était des chiffres d'il y a l'année dernière, qui s'informent sur Internet. Donc je rebondis sur la prolifération des informations sur Internet. Je pense que ça, c'est un débat, mais il faut surtout penser au consommateur. Ce qui lui importe, c'est de trouver la bonne information. Et ça, ce n'est pas aussi simple que ça aujourd'hui dans notre industrie, et c'est sur quoi on travaille. Est-ce qu'on peut revenir au... Excusez-moi, je ne sais pas si on m'entend. Est-ce qu'on peut revenir un peu au sujet tel qu'il a été formalisé, c'est-à-dire, est-ce qu'en ce moment, vous sentez, dans vos entreprises respectives, vous, Mercedes, en tant que fournisseur, vous sentez une chute du marché digital
comment se porte le marché digital actuellement dans vos entreprises respectives? En termes de budget, par exemple, chez Michelin. Bon, alors nous, je vais répondre à la question en pourcentage, c'est très bien, mais je ne vais pas répondre en volume, parce que je ne peux pas donner les volumes. En 2012, j'ai fait mes petites recherches par rapport au budget 2011, qui ne s'appelle pas un budget d'ailleurs chez nous, c'est un autre nom, un PA. Le budget 2012 était en gros de plus 25% par rapport à 2011 et le budget que j'ai présenté pour l'année prochaine, c'est plus 20% encore par rapport à 2012. Donc pour nous, il y a une accélération des investissements sur Internet. Et soyons clairs, ces investissements, on les prend essentiellement sur les autres aspects de la communication. Historiquement, c'est globalement le même budget, même si c'est assez séparé. Et il y a des vases communicants aujourd'hui entre la communication dite classique, above the line, et la communication plus Internet qui est très large. Alors, ce n'est pas de la communication, mais c'est sur ces budgets-là qu'on les prend. Et ce sera quoi en l'occurrence? Ce sera des sites web, ce sera des opérations de CRM, ce sera des opérations dans le social media? C'est tout ça à la fois, mais c'est essentiellement... je le redis parce on se considère qu'on est les meilleurs parmi une industrie pas très bonne. C'est essentiellement des choses assez basiques de sites internet, applications iPhone, etc., etc. Quand on aura fait les fondamentaux, on n'en est pas très loin. Il ne faut pas croire qu'on est totalement ringard, mais quand on aura fait les fondamentaux, on passera à d'autres choses. D'accord. Il y a du mobile là-dedans? Oui, il y a que je disais applications, en fait, d'ailleurs, je devrais me fouetter moi-même parce que ce n'est pas les applications, c'est plutôt des sites mobiles. Parce qu'on considère que les applications ne sont pas du tout appliquées à notre cas, mais par contre d'avoir un site qui est totalement adapté à un Android ou à un iPhone est une nécessité absolue. Parce qu'il y a aujourd'hui dans notre industrie, suivant les pays, entre 15 et 25% des recherches qui se font liées aux pneus qui se font à partir d'un téléphone mobile, d'un smartphone. Avant de donner la parole à Mercedes, chez Renault, même question en fait. Rapidement, chez Renault, en termes d'investissement, si on regarde l'ensemble des investissements qui sont faits sur le digital et CRM, on va dire que c'est à peu près moite-moite entre de l'investissement média d'un côté et je dirais des moyens de fonctionnement de l'autre. Sur la première partie, sur l'investissement média, on est passé l'an dernier de 14% du mix en digital, cette année à 17%, et l'an prochain, j'espère qu'on va atteindre, voire dépasser les 20%. Sachant que c'est extrêmement variable d'un pays à l'autre, puisqu'on a des pays comme la Russie, où on a déjà à plus de 30%, ou des pays comme l'Argentine. Sur les moyens de fonctionnement, on est là pareil, là aussi en augmentation, mais il est clair que surtout par les temps qui courent, ce n'est pas d'investissement en plus, c'est l'investissement dans des arbitrages assez difficiles qu'on va chercher sur les autres lignes de business. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt en train d'essayer d'accélérer de par la conjoncture, justement, pour faire un peu du radical thinking, comme disent nos collègues anglo-saxons, sachant qu'il y a une question supplémentaire qui se pose aujourd'hui en termes d'investissement, où là, on n'est plus du tout dans les mêmes ordres de grandeur. C'est tout ce qui touche à la big data et tous les investissements assez lourds en termes de bases de données, de communication entre bases de données, etc. Donc il y a des nouveaux projets là. Des nouveaux projets alors, qui ne sont pas validés. Je les présente pour la première fois ce soir, donc c'est encore tout frais. Et je suis à peu près dans le même ordre de grandeur en termes de taux d'augmentation pour l'an prochain. Donc il y a un système de vases communicants, mais le budget numérique, lui, augmente d'une année sur l'autre, pour vous deux. D'accord. Mercedes, comment tu sens le marché actuellement? Puisque bon, Havas, vous êtes l'un de grosses agences du marché, de groupes du marché. Intéressant, complexe et intéressant. Complexe, de toute façon, pour les grands de la communication, et pour tout le monde d'ailleurs, le digital a posé quand même beaucoup de questions. D'abord parce qu'il y a eu une naïveté au début qui fait qu'on s'agitait, on voulait du digital, mais on ne savait pas très bien quoi ni comment, et d'ailleurs on ne voulait pas le payer. Donc on a quand même, si je suis simple, dans cet univers-là, des enjeux dans nos métiers de rentabilité. Et c'est à peu près juste dans beaucoup d'agences, que ce soit des pure players ou des agences digitales, parce que moi qui essaie d'en racheter, je suis un peu effrayé par l'argent qui se fabrique en digital. Et qui d'ailleurs pose la question suivante, c'est-à-dire on est au début de l'ère digitale et on n'a pas bien compris qu'est-ce que ça fournissait en retour sur investissement globalement. Et après, ça va dépendre des marchés. Sur le marché de la communication, on a énormément de questions autour du retour sur investissement.
Et je pense d'ailleurs que d'un point de vue global, il nous faut tous mettre un peu d'argent pour chercher à comprendre. Chercher à comprendre les carrefours d'audience, chercher à comprendre ce qui influence réellement. Et est-ce que c'est là que la communication, quel type de communication il faut? On a beaucoup changé de système, fait des théories sur les bannières, proclamé que c'était le futur, proclamé que c'était fini, des tas de choses en 6 mois qui changent totalement. Donc il y a quand même une réflexion autour de ça. Et là-dessus, sur le point de la communication, nos métiers classiques et médias classiques se portent très bien. Et on voit un faiblissement de cette envie de, à tout prix, vouloir aller dans le média nouveau sans savoir ni sans comprendre, etc., de quoi il s'agissait. Et surtout, on voit des modifications profondes. Nous, on avait spécialisé des gens en communication. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, nos équipes centrales travaillent aussi bien que les équipes qu'on avait spécialisées. Pourquoi? Parce que la même chose qu'on a tous dit un peu, c'est qu'on est revenu au métier. Donc pour faire de la communication, on a cherché des communicants. Après, il y a dans le digital, ça veut tout dire aujourd'hui, puisque ça investit un autre grand territoire de la com, qui est tout ce qui est le CRM. Et là aussi, il faut un certain type d'expertise. Et ça, pour nous, ça ne cesse ça va continuer à croître. Ça reste une réflexion très forte sur les datas. Et ça demande d'ailleurs une expertise qui croise l'expertise du digital avec l'expertise des datas et du CRM qui est très particulière. Et enfin, je dirais qu'il y a un troisième univers qui est absolument passionnant, qui est celui du retail. Et on est en train de se reposer des questions sur le retail, sur le e-retail, qui se rapproche maintenant des questions qu'on se pose sur le retail, à savoir, il nous faut là aussi des gens qui soient plutôt des spécialistes du retail, qui se cherchent à dire finalement comment on vend, que ce soit dans le virtuel ou dans le réel. On a quand même des parcours qui peuvent être rapprochés. Et surtout, ce que vous énonciez, on voit des allers-retours permanents. Donc moi, je ne sais plus comment réfléchir sur le retail sans réfléchir des deux côtés des choses. Et puis, je voudrais juste dire un mot sur les marques. Les marques qui se sont jetées sur le digital va rester très important, mais de façon très différente. Ce qui est différent, c'est que la conversation humaine générale a été modifiée. C'est ça qui est différent. Et ce qui est différent, c'est que les gens qui pensent les marques vont avoir à les penser un peu différemment. Mais ce n'est pas les différences au fait du début qui étaient on va envoyer tout et n'importe quoi à des gens et on espère que ça va vendre. On est au contraire plus nerveux aujourd'hui sur la compréhension de ce qui fait la valeur des marques et de ce qui justifie le fait que quelqu'un ait vu nous voir dans le digital. On a arrêté quand même avec les briefs dans tous les sens pour des sites qui ne correspondent pas à des services. Et pourquoi voulez-vous que des gens tapent des noms de marques si elles ne leur rendent pas un service? Heureusement, les gens ont autre chose à faire qu'à avoir une passion aussi folle que les nôtres pour les marques. Donc, il faut passer du produit au service et le digital va accélérer ce mouvement au niveau des marques. Donc, globalement, je ne vois pas une descente. Je vois juste qu'il faut quand même défendre le coût de nos activités, parce que sinon, on peut tous faire plein de choses, mais est-ce que ça rapporte quelque chose à une marque? Et on va avoir une plus grande, peut-être, exigence et un petit peu moins de bradage de ces métiers qui exigent une véritable expertise et qui exigent qu'on soit assez humble et qu'on apprenne, qu'on se fasse des courbes d'expérience, parce que c'est très marquant dans des choses nouvelles comme ça et aussi passionnantes. On est sans arrêt en exigence d'aller-retour et de compréhension de ce qui fait la modification du comportement final du consommateur. Merci, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie à tous les quatre. Et je vous promets, je ne vous ai pas piqué du temps par rapport au retard avec lequel on avait commencé sur la Sodexo. Nous allons